Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je m'en vais vous raconter aujourd'hui une histoire dont je ne vous dirai pas qu'elle est vraie ou si elle est le fruit de ma seule imagination. Un général qui n'avait même pas la cinquantaine est mis à la retraite dans une armée où les chefs sont presque tous octogénaires. Ce général avait la fâcheuse manie, fâcheuse pour sa hiérarchie, de ne pas mâcher ses mots et entorse rédhibitoire, s'il en est, à la discipline telle que perçue par ses chefs, d'éprouver de la sympathie pour le formidable Hirak de son peuple, dont le slogan principal était « République et non régime militaire ». Doula Medaniya Meshi Askariya. Il fut donc invité à faire valoir ses droits à la retraite, comme on dit dans le très hypocrite jargon de sa profession. Il décida de s'installer dans sa Deshara natale où il avait fait construire une jolie petite maison. Il voulait vivre parmi les siens, s'y ressourcer et respirer enfin de l'air frais, après avoir si longtemps macéré dans le marigot. Aussitôt installé avec sa petite famille, il fut sollicité par les sages de la Deshara de leur faire l'honneur de faire partie de la Jma'a, de la Tajma'at. La Jma'a est une véritable institution en Afrique du Nord, au Maghreb, qui nous vient du fond des âges et qui a pu persister dans certaines de nos campagnes. La Tajma'at est une sorte de conseil des sages dont le rôle essentiel est de trancher sur les contentieux, les petits contentieux de la communauté, d'organiser la solidarité entre les gens, de réconcilier les gens qui se sont un peu fâchés et autres prérogatives du genre qui permettent de se substituer à l'État et à ses institutions pour la simple raison que celles-ci ne sont ni efficaces, ni justes, ni ne peuvent appréhender la complexité des situations comme le peuvent les propres notables de ces mêmes communautés. Plus qu'un honneur, faire partie de Tajma'at est une très lourde charge qui nécessite de la part de ses membres un sens aigu de la justice, un engagement et une intégrité exemplaires. Et donc, alors que l'Assemblée se tenait dans une pièce dédiée à cet effet, le général à la retraite a bien volontiers accepté cet honneur qu'on lui faisait, à la condition qu'un autre membre du même cénacle en soit chassé. Un petit cultivateur de son état et poète à ses heures d'inspiration. Sa demande fut tout aussitôt acceptée. Le pauvre homme, sensible comme tout poète, était choqué, frappé jusqu'au cœur par cette humiliation. Il se mit à regarder l'un après l'autre les autres membres. Il espérait que ce qu'il ressentait comme une cuisante injustice soit sur le champ réparé par les sages, par ses compagnons. Il croyait faire un cauchemar et il se demandait en quoi il avait pu vexer le général, à qui il avait pourtant toujours manifesté la plus grande déférence. Le malheureux ne cessait d'ouvrir puis de fermer la bouche sans piper mot, comme un poisson hors de l'eau. Il dodelinait de la tête et la tournait dans tous les sens, cherchant autour de lui un regard ami, où ancrer ses convictions d'homme, ou pouvoir réparer l'injustice qui lui était faite. Il ne voyait que mots de réprobation contre lui. Les membres de la Tajma'at baissaient les yeux quand il ne le fusillait pas du regard, comme s'il lui demandait d'obtempérer tout de suite et de quitter les lieux sans demander son reste. Le pauvre passait du cramoisi au blafard, puis du blafard au cramoisi. Il marmonnait des protestations que personne n'entendait,
puisqu'elle était inaudible. Il assistait sans pouvoir réagir, sans plus être là à sa propre lapidation. Il se leva, blessé au cœur, chuchota un tout petit salam alaikum et sortit sans pouvoir retenir un sanglot solitaire. Le général prit alors la parole et exigea d'être le chef du conseil de la Tejmaat. Tous acquiescèrent illico presto et avec un zèle frétillant. Celui qui assumait cette charge fut le plus empressé à se soumettre au dictat. Les autres sages rampaient, susurraient des formules mielleuses, chointaient des bénédictions, éructaient des sentences avec force soupir, les yeux au plafond, des mines à double face, une admiration inclinée devant le Jininar, le meilleur des hommes. Celui-ci les laissa longtemps se répandre, se traîner à ses pieds. Et parmi eux, l'imam de la Deshara. Puis, il se leva enfin, les regarda de haut, l'un après l'autre, longuement, et il leur a dit ceci. J'ai été chassé de l'armée parce que je n'ai pas caché que mon cœur était avec mon peuple, avec les opprimés et contre les oppresseurs. Et quand vous m'avez fait ce que je croyais être un honneur, j'ai voulu vous éprouver en demandant que vous chassiez le meilleur d'entre vous. Vous ne l'avez pas défendu de la plus petite façon, pas même une réprobation silencieuse. Bien au contraire, vous lui avez montré toute votre hostilité, alors que vous ne m'aviez même pas demandé pourquoi je l'avais ainsi humilié. Vous n'êtes donc ni des sages, ni des justes. Et même celui que j'ai chassé est comme vous, d'une certaine façon, puisqu'il a accepté cette injustice sans se défendre comme l'homme fort et droit que je croyais qu'il était. Et pourtant, il n'était pas face à un état-major. Il était face à ses propres cousins, les membres de son propre village. Et vous avez accepté, sans même en discuter, que je devienne votre chef, le chef de votre Tejmaat, juste parce que je suis un général. Je ne ferai donc pas partie de votre assemblée. Je me mets à la retraite de votre assemblée. Je vais aller voir du côté du Hirak, là où des hommes et des femmes sont debout, plutôt qu'assis, et là où l'opprimé est défendu par une marée humaine. Besselama.
Algérie, J-9. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamel Din. Merci. Nous allons bientôt être rejoints par Saïd Khalil, ancien premier secrétaire du FFS, qui va arriver bientôt. Au téléphone, nous aurons Adel Jabbar, depuis le Canada, observateur politique. Nous n'avons pas encore en ligne. Nous avons... Ah si, Adel Jabbar, merci d'être des nôtres. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis un petit coucou à Saïd et à tout notre peuple. Merci beaucoup. Alors, et nous avons Hamid Morsli, avocat, membre du collectif des avocats pour le changement et la dignité. Hamid Morsli, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je vous remercie de nous permettre de nous exprimer justement sur les ondes de votre chaîne. Merci à vous, merci à vous. Alors, j'aimerais, mon cher Saïd, avant d'aimer Adel Jabbar et Hamid Morsli, avant de commencer cette émission, vous faire entendre la dernière déclaration du ministre de l'Intérieur. Écoutez-le bien, parce que c'est fort de café, pour le moins que je puisse dire, où il traite les gens du Hirak de choses que je ne pourrais même pas traduire en français. Nous savons que dans notre pays, la pudeur est omniprésente, que nous sommes regardés en famille. En tous les cas, il traite des membres du Hirak d'avoir été introduits, infiltrés par la France, hein, rien que ça. Et là, ça laisse faire des lectures et d'autres. Hein. C'est comme si un peu la France venait de lâcher ce régime pour qu'il puisse se permettre un tel... Alors, il traite donc les gens du Hirak de pervers, et de choses d'autres que je ne peux pas traduire, parce que les gens nous regardent en famille. Mais c'est très fort, vous allez l'entendre en arabe. Ben, écoutez, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas ne pas vous passer cette vidéo. Regardez. حقيقة الاستعمار الغاشم بان الاستعمار استعمل أولاده في الحرب ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار الآن هو فكر استعماري لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس فهم ليسوا منا ونحن ليس من نحن لسنا منهم كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس لو قالت لي فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها كما قال الشيخ أبو أمامة لو سمعتم مرانين الرصاص في قبري فاعلموا بأنني ما زلت في حرب. Alors d'abord un tour de micro sur cette très curieuse, très vulgaire déclaration. Saïd Aknin, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois et c'est vraiment un plaisir d'être avec toi. Je salue chaleureusement les téléspectateurs et je tiens à rendre un hommage à tous les Algériens, exceptionnellement les étudiants et les jeunes qui sont l'avenir du rêve algérien. Oui. Je commence par cette dichotomie. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à Alger. Des millions et des milliers d'Algériens sortent dans les rues en respectant le pacte social et sociétal qui est la Silmiya. La Silmiya, c'est au-delà de la non-violence. C'est l'envie de vivre ensemble, et aussi le respect, l'amour, la fraternité et le partage de beaucoup de valeurs communes. Quant à cette déclaration, elle me rappelle tristement celle de Zelhouni en 2001, où il avait qualifié le jeune Galmah Massinissa de voyou. Oui. Pourquoi c'est aujourd'hui? C'est d'abord pour provoquer, pour essayer d'embraser, mais aussi c'est la panique. C'est la panique et là où ils sont arrivés pour utiliser ce genre d'expression. Chers téléspectateurs, Jamel Din décède
Saïd Khalil qui vient d'arriver, qui vient de nous rejoindre. Marhaba bik, Saïd Khalil. Merci. Excusez-moi, ce n'est pas de mes habitudes d'utiliser. Je ne pense pas qu'il ait la conscience ni des concepts utilisés du syndrome du colonisé ou du syndrome du colonialisme, de la pensée coloniale et de la pensée colonialiste. Je ne pense pas qu'il ait lu assez pour pouvoir développer. Et je crois que le nom de Ibn Badis et aussi de Cheikh Bouamama sont souillés de par les expressions qui sont utilisées. Vous m'excusez encore une fois, ces expressions qui sont issues d'une spermatozoïde accidentée et d'une ovule fratelée. عندما الفكر الاستعماري يتكلم على الفكر الاستعماري، هل عاهرة تستطيع أن تتكلم على الشرف؟ هل لقيط يستطيع أن يتكلم على الكرامة؟ Et le peuple algérien lui répondra des meilleures façons. Ce genre d'expression, ce genre de dénigrement du peuple, ils ont l'habitude. C'est juste qu'avant, ça se faisait dans des salons feutrés en catimini. Aujourd'hui, ça se fait parce qu'ils sont atteints d'une indigence et ils paniquent, ils ont peur, ils savent qu'ils sont partis. Par conséquence, ils utilisent. يطيري برك. نحن في زمان الرداءة وللرداءة أهلها ولكن للجزائر أبنائها. Saïd Khalil, merci d'être avec nous. Alors. Je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps. Et nous alors. Saïd Khalil, est-ce que vous avez entendu la dernière déclaration du ministre de l'Intérieur? J'en ai capté quelques bribes. J'ai compris dans les propos de mon ami Saïd, en tout cas, c'est pas réjouissant, c'est lamentable, tout simplement. Nous allons vous la faire écouter encore une fois parce que vraiment, c'est la pire des déclarations que j'ai jamais entendues dans la bouche d'un responsable algérien. Pourtant, on en a l'habitude, hein, mais là, vraiment, je vous demande d'écouter, mais vraiment d'écouter avec attention. Allons-y pour la torture. La torture. حقيقة الاستعمار الغاشم بان الاستعمار استعمل أولاده في الحرب ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار الآن هو فكر استعماري لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس فهم ليسوا منا ونحن نحن لسنا منهم كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس لو قالت لي فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها كما قال الشيخ بوعمامة لو سمعتم مراليد الرصاص في قبري فاعلموا بأنني ما زلت في حرب مع الاستعمار. Pardon, mes chers téléspectateurs, de vous avoir infligé une telle torture, comme le dit Saïd Khalil. Alors, il traite les gens du Hirak de semblants d'Algériens, d'infiltrés, de pervers, de traîtres, de mercenaires, et pire que ça, d'une qualification que je n'ose pas traduire en français pour nos téléspectateurs, parce que c'est incroyable. Tout ce qui est excessif est forcément insignifiant. Le personnage donc est insignifiant, parce qu'il dit n'engage que sa personne. Et il fait partie d'un gouvernement qui n'a aucune, j'allais dire, aucune raison d'être. Et par conséquent, ce genre de langage qu'on peut retrouver à la limite dans certains endroits, mais ne serait-ce qu'eu égard à la fonction qu'il occupe, soi-disant, tout ça, à laquelle on l'a affecté provisoirement,
Et il devrait avoir un peu plus de retenue, mais l'histoire retiendra. Parce que dans 10 ans, Jamal, ces images vont rester. On va les sortir. Bien sûr. Comme Saïd parle des déclarations de Zerhouni, on les sort maintenant. Absolument. Tout ça. Ça restera dans les annales. Ça reste pas dans un annal, c'est filmé, c'est chez vous, dans vos archives de Maghrébia, c'est partout, ça restera. Et son nom va coller d'une manière indélébile à cette déclaration, aux gens qui auront insulté donc, le peuple. Et ça restera donc une marque indélébile devant l'histoire. L'histoire a déjà pris acte dès cette minute-là. Adel Jabbar, sur la déclaration de ce monsieur, que je n'ose même pas traduire par ailleurs en français. Avant de répondre à cette question, je voudrais profiter de ce moment pour passer un très grand bonjour à un ami que je n'ai pas revu depuis 40 ans. Il est sur le plateau avec vous, Saïd Khalil. Je lui rappelle, 5e compagnie, 2e section, le fort de Blida, 74. Ceci dit, je réponds à ce monsieur-là. Ce monsieur-là est dans le déni et dans l'outrance comme son chef. Cette dictature ne produit que le langage ordurier. Donc cette rhétorique-là, nous connaissons déjà. Si ce monsieur-là était dans un pays qui se respectait, il serait démis de ses fonctions immédiatement et traduit en justice. Et je propose au peuple algérien de faire un recours collectif contre lui et de déposer plainte immédiatement. Parce qu'au-delà de ces insultes, de son langage ordurier et de bas étage, il ose encore menacer les Algériens pour leur dire « nous sommes fichés, nous vous connaissons un à un ». Je lui réponds « moi je suis un simple citoyen ». Je lui dis que nous aussi nous vous connaissons. Vous êtes répertoriés dans la mémoire indéfectible et immortelle du peuple algérien. Le jour viendra où vous serez confrontés à ce que vous avez dit et vous subirez la justice, mais la véritable justice, pas celle du téléphone et de la nuit. Donc ce monsieur-là, qui, comme l'a dit Saïd, représente un gouvernement illégal, illégitime, qui est là en train de gouverner par effraction, ne mérite même pas une réponse. Nous savons qui ils sont. Les Algériens ne sont pas ceux qu'il est en train de dire. Ce n'est pas les Algériens qui ont fait la malle, qui sont partis vivre en France après avoir ruiné ce pays, ruiné ses coffres. Les Algériens dont il parle sont, les Ouled Faransa, ils sont en France, les Bouchouel, les Khlil, les Saadani, les bandits qui étaient en poste et qui géraient ce pays comme ils géraient des affaires privées. Hadouma Ouled Faransa. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Alors, Hamid Morseli, à l'instant, donc Adel Jabbar nous dit que si ce monsieur était dans un État qui se respectait, il serait tout aussitôt déféré devant la justice de son pays. Qu'est-ce que vous pensez de cela et qu'est-ce que vous pensez des déclarations de ce monsieur? Pour une deuxième fois, bonsoir, téléspectateurs. Et aussi, je salue les invités de taille qui sont à côté de vous. Masril et Massaknin. Moi, comme il a précédemment dit M. Massaknin, c'est dans la même logique de ce pouvoir. Massaknin, il est remonté à 2001 pour nous faire rappeler les déclarations de tortionnaire Zerhouni. Moi, je vais remonter à un passé très très récent où notre malheureusement consoeur, Maître Ben Baraham, qui a qualifié les détenus de notre révolution de trafiquants de drogue et de dealers. Oui. Ça, des propos qui émanent d'une avocate qui est censée être du côté du peuple, du côté de la défense, à défendre les détenus selon les chefs d'inculpation. Et on le sait tous que ces jeunes-là sont attaqués, sont emprisonnés pour des raisons que le code pénal n'en connaît point. Moi, je dirais que la délinquance a pris un caractère officiel après qu'il y ait des propos d'une avocate qui sort du cadre officiel. Là, maintenant, on a des propos officiels d'un Premier ministre, d'un ministre de l'Intérieur, qui qualifie notre peuple
avec les qualificatifs que je n'ose même pas répéter, prouve quand même que la délinquance a un caractère officiel et que réellement ces genres de propos doivent être réprimés et pourquoi pas entreprendre une action comme celle qu'on a entreprise auparavant contre Maître Benbraham pour la responsabiliser justement de ces déclarations calomnieuses. Autant faire avec le ministre de l'Intérieur. Merci. Restez avec nous. Alors, nous allons entrer dans les vifs du sujet. D'abord, la manifestation des étudiants, encore une fois. Je rappelle que maintenant, c'est devenu tradition parce que les étudiants avaient été massacrés par la police à plusieurs reprises. Enfin, massacrés, quand je dis massacrés, ça veut dire violemment réprimés. La population des villes où se trouvent ces universités accompagne ces étudiants désormais. C'est pour ça que dans ces manifestants, au sein de ces manifestants, on trouve aussi une sorte de rempart des autres Algériens qui sont là, hommes, femmes d'un certain âge souvent, pour défendre ces étudiants. Alors, à votre avis, Saïd Khalil? Oui, je crois que ces compatriotes, jeunes et plus âgés. C'est vrai, lorsque ça avait démarré, il n'y avait pas beaucoup qui ont quand même parié sur la longévité de ce mouvement. Moi, personnellement, j'y ai toujours cru. Je savais que ce n'est pas des contraintes type chaleur ou Ramadan ou tout ça qui vont arrêter un élan révolutionnaire profond, une aspiration profonde à l'émancipation, à la liberté. Et pourtant, Dieu sait les entraves, la subversion, la contre-révolution, les blocages des villes par la gendarmerie, les menaces proférées par le chef d'état-major. Et pourtant, ça n'a pas faibli. Pour reprendre aussi même la mouche... les doubabs. Les doubabs et tout ça, comme vous avez... Comme on a dit notre ami Nasser Haddad à ce plateau-là, ce n'est pas quelques mouches qui vont arrêter un fleuve. Un fleuve immense et tout ça. Donc ce fleuve avance, il creuse son lit, il va aller vers son but ultime, qui est la libération du peuple. Ils ne parviendront pas à affaiblir le mouvement? Non, peu importe. Je crois que moi je dis aux jeunes, je prends un exemple sur vos aînés. Le 1er novembre 1954, ils étaient combien? Nous, d'emblée, on a été des millions. Oui. Mais la division, le danger de la division qui tente de semer ce régime au sein des Algériens? Et depuis le temps qu'on essaie cette division, je crois que le peuple a retenu la leçon. Il est vacciné, il est immunisé. Il est immunisé. On ne marchera plus dans ces histoires de démocrates contre islamistes ou c'est pas moi, une région contre une autre. Il y va dans notre survie, il y va dans notre nation. Ou to be or not to be. Donc nous avons compris que nous avons tout intérêt à rester unis, soudés, pour sauver et pour fonder notre état de droit, notre nation. Saïd? D'abord, merci à ces jeunes, merci à ces étudiants qui ne cessent de nous donner des leçons en organisation, des leçons en créativité, des leçons en génie populaire, en génie créateur. C'est aujourd'hui le poumon de la révolution, c'est la jeunesse. Et bien sûr qu'à la société aujourd'hui, et depuis un certain moment, quand ils étaient agressés, quand la société s'était sentie agressée dans sa moelle épinière, dans ce qu'il était le plus cher pour elle, à savoir la masse estudiantine, ils se sont mobilisés à côté d'elle pour la protéger du régime, mais aussi participer à vendrediser la semaine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un vendredi. Mardi, vendredi, la nuit, le jeudi du Mahrez. Exactement. Donc tous les alliés, tout ce que le système a essayé d'utiliser pour qu'il soit un frein, la jeunesse, le peuple algérien a fait de ses limites des possibilités de création, des possibilités de réunion, des possibilités de projection dans l'avenir, des possibilités aussi de création collective. En effet, il y a la jeunesse, mais aujourd'hui, l'Algérien, il a 57 ans.
il a emmagasiné toutes les expériences passées. 55 ans, ça veut dire depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. L'Algérien aujourd'hui, même celui qui est né, il a 57 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmagasiné, mentalisé, mémorisé toutes les expériences vécues. Et le système, il nous a habitués dans ces moments à nous diviser, c'est-à-dire les instruments de la contre-révolution sont divers et ils les ont hérités du colonialisme. Et cette déclaration du ministre de l'Intérieur maintenant, parce que jusque-là, il suggérait tous, il ne disait pas ouvertement, que c'était la France qui était derrière le Hirak. Là, il le dit ouvertement, c'est la France qui non seulement est derrière, mais qui injecte ses mercenaires, ses pervers, ses traîtres et ses autres qualificatifs que je n'ose pas nommer. D'abord, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que la France, est-ce que c'est le peuple qui dépose son argent dans les banques étrangères? Ou si c'est semblable? Est-ce que c'est le peuple qui inscrit aux frais de la princesse ses enfants dans les universités étrangères? Ou si c'est semblable? Est-ce que c'est le peuple qui achète des résidences secondaires et des appartements de luxe à l'étranger ou c'est semblable? Et les soins. Est-ce que c'est les Algériens au moindre rhume, au moindre égratignure, qui se font soigner? Et l'ancien ministre de la Santé, il a bien fait accoucher en étant en exercice sa femme à l'étranger, ici en France. Est-ce que c'est le peuple qui touche les commissions sur l'achat d'armes pour faire la guerre aux mouches ou contre le peuple, ou c'est semblable? Voici les questions qu'il faudrait se poser pour dire que cette histoire de la main extérieure, ils sont les représentants intérieurs de la main extérieure. Ils sont la main intérieure de l'ingérence étrangère. Donc toutes ces situations où ils essayent d'identifier un ennemi pour pouvoir se solidifier à l'intérieur, le peuple algérien, il a 57 ans, il est majeur, il est vacciné, il est... Elle est formidable cette image, le peuple algérien a 57 ans, même les enfants, Bien sûr. qui véhiculent dans leur gène tout ce que leurs parents ont vécu. Absolument. Et la transmission, elle est là et nous sommes le produit de l'histoire. Absolument. Voilà. Alors, Adel Jabbar, sur ces manifestations estudiantines du mardi qui persévèrent, qui s'intensifient, surtout à l'approche du jour fatidique du 12 décembre, qu'on a essayé de réprimer, des étudiants qu'on a essayé de diviser, mais rien n'y fait. Ils tiennent bon, ils sont toujours à l'avant-garde de la révolution. Sauf les étudiants, comme je l'ai dit sur votre plateau, sont le kérosène de la révolution. Et puis, c'est un véritable carburant qui continuera à brûler, à porter haut l'étendard de la révolution jusqu'à son aboutissement et jusqu'à la libération de notre pays de l'ignoble dictature. Ces gens-là n'ont pas compris parce qu'ils sont dans le déni, ils n'ont jamais rien compris. D'ailleurs, moi je leur rappelle une phrase qui a été prononcée par Thomas Jefferson il y a de cela 3 siècles, qui disait que la génération qui commence une révolution a très peu de chances ou elle la termine rarement. Ça veut dire qu'il y a une continuité, il y a une transmission du combat de génération en génération. Nous avons vu, comme le disait si bien Saïd sur le plateau, des enfants qui ont 10 ans, qui ont 12 ans et qui criaient « Ya Ali », qui prenaient les photos des héros de la révolution, qui faisaient appel à la mémoire immortelle du peuple pour dire qu'il y a un continuum dans le combat des Algériens pour se libérer. Donc les étudiants sont là, en masse. C'est l'unique fois où le pouvoir recule parce qu'à l'époque, il se plaignait du cynisme politique qu'avait le peuple algérien. C'est la première fois que le pouvoir recule? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites le pouvoir recule? C'est la première fois? C'est la première fois que le pouvoir est reclus. Ils sont pris en otage. Il n'y a aucun ministre qui arrive à aller en province ou dehors ou sortir à pied prendre un café avec les gens. Ils sont reclus dans leur bureau. Reclus. Ils sont entourés de leurs gorilles et de leurs gardes prétoriennes. Ils ne s'adressent pas à nous, y compris les 5 candidats aux pseudo-élections présidentielles qui viennent avec des gardes prétoriennes pour s'adresser à nous dans des salles qui sont fermées.
sous les lumières des caméras du régime, des médias du régime. Donc, qu'est-ce qu'ils espèrent? Aller vers le 12. Le 12, ce sera une immense raclée qu'ils vont recevoir parce que le peuple sera dans la rue, parce que le peuple n'ira pas voter. Ils ont beau frauder, nous savons qu'ils sont le produit de l'inceste politique et de la fraude. Ils ne savent rien faire d'autre que frauder, que tricher, que voler, que trahir les aspirations de ce peuple-là qui n'ont jamais servi. Parce que c'est des gens qui ont privatisé ce pays-là, ils en ont fait le leur, ils ont décidé que ça soit comme ça, et ils ont été surpris que le 22 février, une nouvelle génération était sortie pour dire « Stop, basta, c'est fini, c'est terminé. » Les restez avec nous. Plus. Et restez avec nous. Alors, Hamid Morsli, sur cette question des étudiants, toujours aussi déterminés et qui ne se laissent pas réduire. Effectivement, les étudiants, comme a dit notre ami Djebbar, c'est le carburant, c'est le kérosène de notre révolution. Il faudra retenir aussi que le fait que toutes les manifestations sont arborées de portraits d'anciens maquisards, de héros de guerre, parce que notre révolution s'inscrit exactement dans la même logique. Quand on remonte le fil de temps, on sait que durant la révolution, la plupart de ceux qui ont justement alimenté cette révolution, c'était des jeunes, c'était des lycéens. Et toutes ces personnes-là ont fait de notre révolution une révolution magnifique. Eh ben, notre jeunesse actuelle, qui a été marginalisée, qui a été montrée du doigt, fait exactement la même chose de notre révolution actuelle. Elle est en train de l'arborer de couleurs, de vie et d'espoir. Ces jeunes-là sont déterminés, plus que les années précédentes, à aller de l'avant. Ils ne sont pas prêts de fléchir parce qu'ils savent une chose, c'est leur avenir qui est en jeu et ils ont l'intention de garantir un avenir prospère. Alors, nous allons d'abord commencer par regarder quelques images. D'abord Alger vue du ciel, puis nous verrons quelques images de la manif des étudiants et une vidéo sur la grève générale. Nous allons commencer par Alger vue du ciel.
Les premières images, c'était plutôt Alger vu d'en haut, hein, plutôt que vu du ciel. Nous allons maintenant commencer à parler de ce fameux procès que nous avait annoncé le ministre de la Justice avec une verve et une vindicte. Il nous avait promis le procès de la Aïssaba, hein, rien que ça. Procès qui a été renvoyé finalement. Et puis dont on apprend en fait que ce n'est pas le procès de la Aïssaba. La Aïssaba ne vient qu'en témoin, en qualité de témoin. Où Yahya et les autres ministres ne sont pas inculpés dans cette affaire, ils sont des témoins. Et où on apprend aussi que tous ces gens-là, ces hauts serviteurs de l'État, comme ils s'appellent eux-mêmes, ne sont pas justiciables si l'on tient compte de la propre constitution de ce régime et de ses propres lois. Ils ne sont pas justiciables. Bouteflika, avant de partir, il avait fait voter une loi qui préconise, enfin qui recommande, qui oblige le haut tribunal, je crois, d'État, une institution qu'il devait créer, sur lesquelles, au sein duquel pourraient être traduits tous les hauts cadres, à partir du rang de Wali, jusqu'à Premier ministre. Or, la loi a bien eu lieu, elle a été validée par le Parlement, mais le décret d'exécution n'a pas été pris. Donc le tribunal n'a pas été installé, il n'existe pas. Ce qui fait dire aux avocats de ces gens qu'ils ne sont pas justiciables par rapport à cette loi. Ils sont en train de dire « Ah non, vu la Constitution, vu la loi, mais mon client n'est pas justifiable devant vous. » Et M. Zermatt, ministre de la Justice, a décidé, lui, tout seul, sans passer par des institutions quelconques, que si, il devait être traduit devant les tribunaux ordinaires. Et nous allons commencer par en parler avec l'avocat qui est avec nous, Hamid Morsli. Sur cette question, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question, Hamid Morsli? Bon, tout d'abord, on va commencer à parler du statut de l'Aïssaba dans le procès qui a été annoncé auparavant à grande pompe, comme quoi ça va être le procès du siècle. Comme vous l'avez déjà précisé, les anciens chefs du gouvernement ne sont pas inculpés dans ce procès. Ils ont été invités, autant que témoins, à apporter leur témoignage dans les faits qui sont reprochés à certains représentants de grandes marques de voitures. Iveco, entre autres. Pardon? Iveco, entre autres. L'affaire Baïri. Entre autres, Iveco, oui. Il y a Glowitz, il y a, pour ne citer que cela. Oui. Notre souci était justement de l'appréciation de la bonne application de la loi, à voir si jamais le tribunal qui est censé juger les anciens chefs, le chef d'État et les premiers responsables du gouvernement, le fameux tribunal n'est pas installé. Mais moi, je vais aller au-delà de ça. Tout ce qui se fait actuellement concernant la justice algérienne, moi, je dirais que le climat n'est pas favorable à ce genre de procès. Nous, notre revendication principale, c'est l'instauration tout d'abord d'un état de droit afin de garantir qu'il y ait réellement un procès équitable, même en ce qui concerne les prévenus. Tout cela ne pourra s'amener au temps actuel qu'après la refonte de la Constitution qui va nous garantir justement l'indépendance de la justice en tant qu'institution. On a longtemps réclamé le premier principe qui garantit la démocratie, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, à ce que le chef d'État ne s'immisce pas dans les affaires de la justice. Et on avait toutes nos revendications balayées d'une seule main par un pouvoir qu'on n'a jamais connu dans la Constitution auparavant, qui était le réel détenteur de pouvoir en Algérie, qui est l'institution militaire. Ce qu'on a vu au fil du temps, où de simples orientations émises par le chef de corps des armées, donnant instruction aux policiers ou aux tribunaux de juger aux porteurs de drapeaux et de les inculper pour des délits qui n'existent même pas dans le code pénal, ça c'est une preuve formelle que tout ce qui va se faire au temps actuel ne pourra jamais ressembler à une vraie justice.
D'accord. Mais sinon, au sujet de ce vide juridique qu'invoquent maintenant les avocats de la fameuse Issaba, qui disent que nos clients ne sont pas justiciables au vu de la Constitution et de la loi qui a été prise à cet effet, et par rapport à la décision de M. Zermati, ministre de la Justice, de les faire déférer quand même devant ces tribunaux alors que la loi le lui interdit. Pour l'instant, comme vous l'avez déjà précisé auparavant, les anciens premiers ministres ne sont pas déférés autant que prévenus. Alors, il faut savoir que le fameux tribunal qui est censé les juger n'est pas encore créé. Il faut attendre l'ordonnance de renvoi justement devant un tribunal autre que celui qui est dicté par le Code de procédure pénale pour qu'on pourra en parler. Mais d'emblée, on pourra dire une chose. Moi, en tant qu'avocat, si jamais la loi n'est pas respectée, je pourrais toujours invoquer justement le fait que le tribunal n'est pas compétent à juger quelqu'un qui est censé être jugé dans un autre tribunal. C'est ce qu'on appelle une incompétence qui devrait initialement être invoquée par le tribunal lui-même. Très bien. Alors, messieurs, sur ce sujet. Donc, finalement, Djoubar, c'est un compagnon de quelle retrouvaille, comme quoi, le monde... on a passé des journées extraordinaires. Je suis tout heureux de le retrouver, comme aussi retrouver Maître Morsli, tout ça. C'est pour débattre d'un sujet quand même assez bizarre, quoi, d'une justice au pays de l'injustice. Je crois que dès lors que disons, plaisante justice coordonne un chef de l'armée, bon, que dire, je crois qu'il suffit de se balader dans une grande marche à Tizi ou à Alger, et lire les pancartes et lire un petit peu les slogans de ce que pense notre population de cette plaisante justice. Donc je crois que bon, c'est j'allais dire, une plaisanterie qui n'amuse plus personne. Donc je crois qu'on est déjà loin, ailleurs. On est dans l'après. Il me semble, pour un petit peu dire, le 12 il est là, après le 12 c'est le 13 décembre. Je crois qu'il faut s'inscrire dans cette durée, dans la transformation de la société qui s'opère avec une vitesse grand V. Une nation est en train de naître, un peuple est en train de, comment dirais-je, de se transformer. Alors, ma foi, bon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça ne nous concerne plus. بيناتهم Voilà. Saïd Aknil. Que dirais-je de mieux que de laisser deux hydres s'entretuer, si ce n'était une position de principe. Voilà. Nous sommes des militants de principe. Il est vrai que voir aujourd'hui ce spectacle nauséabond de vengeance et de vendetta qui prend en otage les institutions de l'État, mais un pouvoir militaro-gaydiste. Le gaydisme, c'est un fascisme dont la tête est le commandement militaire. Piétiner la Constitution. Leur constitution, la loi fondamentale. Aujourd'hui, qui est légitime dans tout ce brouhaha officiel? Ben Salah est légitime? Non. Et par conséquent, toute cette pyramide n'est pas légitime. Seulement, les institutions, elles appartiennent au peuple, elles appartiennent ni au système, ni à autre. Mais malheureusement, elles sont prises en otage dans cette lutte de clans qui a ruiné le pays dans le passé, qui le compromet actuellement et qui permet à des imposteurs de tout genre, de tout bord, de croire que l'Algérie lui appartient. Je reviens juste pour ouvrir une parenthèse, bien que nous avons parlé assez de fois, mais il y a ceux qui ne veulent pas entendre de ceux qui accusent Français, que nous, Hizb français, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'ils aient eu le courage de dire à ces 500 ministres, et je fais offense à mon ministre, qui, depuis l'indépendance à aujourd'hui, l'Algérie a eu 700 ministres. Oui. 500, ils ont des papiers français. D'où ils leur viennent.
Comment qu'ils les ont obtenus? 25 000 hauts cadres, ils ont la nationalité ou la résidence. Qu'on m'explique aujourd'hui comment on a... des officiers supérieurs qui sont installés ici. Plus de 5 000 officiers supérieurs sont installés et ils ont les papiers, soit une résidence sans pour autant avoir aucun droit, alors que les Algériens, les Haragas, les sans-papiers, ils sont là, ils n'ont aucun droit, et quand tu as le droit, on va t'assaillir avec, on va t'étouffer avec une panoplie de documents. C'est Dani. Comment qu'il a eu ces papiers ici? Haddad, comment qu'il a eu les papiers anglais? Et d'autres aussi. Donc, la justice de vengeance n'est pas la justice transitionnelle, n'est pas la justice du peuple. Bien sûr que, est-ce que Toufik, par exemple, moi, je ne les pleure pas, ceux qui sont en prison, qu'on soit clair. Sellal, il est en prison, moi je suis heureux. Il n'y a pas... Ouyahia, il est en prison, je suis heureux. Toufik, il est en prison, je suis heureux. Qui d'autre? Haddad, il est en prison. Tahkout, il est en prison. Nizar, il est en prison. Mais je suis aimé que ce soit la prison, c'est-à-dire la justice populaire. Mais aussi, mais pas que, mais tous ceux qui y ont participé, qu'elle ne soit pas sélective. Absolument. Et qu'elle ne soit pas sélective. Pas pour régler des comptes. Exactement. Et jeter en pâture des gens pour passer pour le grand sauveur de la République. Exactement. Le seul sauveur en Algérie, c'est le peuple. Le seul sauveur, c'est le peuple. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui paye les pois cassés. C'est le peuple qu'on est en train de brimer. C'est le peuple qu'on est en train d'emprisonner parce qu'il a brandi un fanion. Et on n'a pas vu deux fanions se chamailler. C'est complémentaire. C'est le peuple aujourd'hui qu'on prend en prison parce qu'il s'exprime librement. Il dénonce, il crée, il a fait une caricature, il a écrit un poème, et il a écrit sur sa page Facebook. Mais arrêtons aussi, hein. Toute cette mascarade-là, elle n'intéresse pas le peuple. Le peuple, il est dans le 13, le peuple, il a 57 ans, le peuple, il est dans l'Algérie, mais par contre, c'est Aïssaba au pluriel, c'est Aïssabet au pluriel. Ce système et ce régime, ils sont dans leurs intérêts personnels. Vous savez comment que ça va se passer? C'est comme dans les années 80. Un général était en prison, non, un industriel était en prison, un général est venu le voir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu transfères tout l'argent que tu as sur ton compte, dans mon compte, et tu vas sortir. C'est ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais mettre un bémol pour ce que vous avez dit au sujet des ministres, des officiers supérieurs, des hauts cadres du secteur public. Ça veut dire pour ne pas leur jeter la pierre à tous. Certains parmi eux... Voilà, moi j'en connais, hein, des ministres, des hauts cadres de la nation, etc., qui sont là grâce à leur salaire, à leur traitement, qui ont travaillé très dur, et qui sont là des immigrés, des exilés. Hein. Ça veut dire qu'on ne les mette pas tous dans le même paquet. Encore que je suis d'accord avec vous, que pour ce qui concerne la majorité de ces gens-là, ils sont là avec l'argent du peuple. Toute généralité est fausse par définition. Absolument. Et toute règle a des exceptions. Absolument. Ben, c'est très bien. Alors, Adel Jabbar, sur cette question du procès? Je vais vous dire une chose. Dans les États démocratiques, dans les États de droit, on dit, ici au Canada, on dit souvent, la justice a beau suivre son cours, elle n'est jamais assez instruite. Parce qu'il y a toujours des choses qui n'apparaissent pas en surface et qu'il faut aller, pour lesquelles il faut aller faire un forage pour les remonter en surface. Et qu'en est-il dans un pays où l'injustice règne en loi? Ce ministre de la justice, entre guillemets, me rappelle les excès, les outrances et les crises d'autorité publique que faisaient certains walis sous des caméras. Il est venu gesticuler devant des gens, il est venu nous dire nous allons, leur procès ne nous intéresse pas du tout. C'est un procès qui concerne l'Isaba. Donc c'est des règlements de compte entre une secte de voyous qui ont privatisé ce pays-là. Si justice il y avait, je ne comprends pas pourquoi la justice militaire se serait saisie. Incarcérés et emprisonnés des civils comme Louisa Hannoun, que je ne défends pas, comme Saïd Bouteflika, que je ne défends pas non plus. Donc, dans ce pays-là, il y a un déni de justice. Ils sont à l'image de leur régime, un régime illégal. Le président de l'État a été désigné par une fatwa 5 étoiles. Ils sont dans l'illégalité absolue depuis notamment le 9 juillet. Donc, leur agenda ne nous intéresse pas
du tout. Ce qu'ils font ne devrait pas nous intéresser, au contraire, il ne fera que renforcer notre conviction pour nous opposer à eux et les pousser à la porte de sortie. Maintenant, leur justice ou leur simulacre d'élection et simulacre de justice est un non-événement pour nous. Des gens ont dilapidé ce pays-là pendant 20 ans ou plus. On les présente aujourd'hui comme étant des témoins. Je serais très heureux qu'ils puissent témoigner librement pour dire que le chef actuel de la Isaba, en l'occurrence le vice-ministre de la Défense, était un acolyte, était un complice. Lui aussi devrait être en face de ce barreau-là. Donc que ce ministre vienne nous raconter des balivernes, personne ne le croit, personne ne l'écoute, personne ne lui donne du crédit. Ils sont encore dans les temps anciens. L'Algérie a changé, la mentalité des Algériens a changé, notamment cette jeunesse qui a de nouveaux yeux pour regarder l'avenir. Elle ne regarde pas, elle ne conduit pas cette révolution-là en ayant les yeux braqués sur un rétroviseur. Ils ont appris une chose, c'est que, comme disait le grand Che Guevara, la révolution est comme une bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. Cette révolution va continuer à avancer. Ils ont incarcéré des gens, ils ont mis en prison des gens, ils continuent encore à opprimer, à oppresser des Algériens pacifiques qui sont en train de réclamer leur dignité, leur liberté et l'indépendance de leur pays. Ils se gourrent, ces gens-là, ils ne pourront pas arrêter cette révolution-là. La révolution va continuer. Donc, pour répondre à ce ministre, il ne mérite aucune réponse, sauf le déni, le silence, parce que le silence est le meilleur mépris de l'homme. Restez avec nous. Alors, nous allons voir la déclaration de M. Gaïd Salah aujourd'hui, toujours dans le même registre, vindicatif, insultant, qui désigne la main étrangère. Il est un peu dans le même registre que le ministre de l'Intérieur, sauf qu'il n'a pas été aussi loin, mais écoutez-le. أن هذا الشعب الأصيل الذي يعني جيدا خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر تآمر في الخارج وأساليب الخيانة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية. قلت أن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب على كافة محاولة التدخل في شؤونه الداخلية، وها هو اليوم يرد بقوة على هذه المحاولات، ليس من خلال مسيرته الحاشدة عبر كافة أرجاء الوطن، ويقف وقفة الرجل واحد بكافة فئته في أروع صور تضامن وتآزر وتلاحم، رافضا بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي تدخل في شؤون بلاده الداخلية، ملقنا العالم أشبع درسا في الوطنية الحقة، مثبتا أن للجزائر رجال ونساء قادرون على الدفاع عنها، لأنه بكل بساطة ينتمون للشعب المعجزات الذي يدرك معنى السيادة الوطنية ويقدرها حق قدرها، لأنها تحققت بفضل تضحيات الملايين من الشهداء الأبرار. وسيعرف الشعب الجزائري كيف يرد أيضا على هؤلاء المتربصين به والمتآمرين على وطنه من خلال إقباله بقوة يوم 12 ديسمبر القادم على صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس للجمهورية بكل نزاهة وحرية وديمقراطية، ليكون الرد بليغا وحضريا وبمثل صفعة مدوية أخرى في وجه هؤلاء. Alors, donc, c'est Khiyana, Isaba, Atraf Kharijia, etc., etc. Et curieusement, alors que nous connaissons tous, nous avons tous vu que les marches en soutien au régime, ce n'est pas des marches, c'est quelques chats qu'ils ont réussi à ramener malgré les gros moyens qu'ils ont déployés. Des autobus, une protection policière, de l'envoi de soldats en civil. Et il n'y a que quelques dizaines de manifestants. Même l'UJTA, d'ailleurs nous allons essayer de voir des images de l'UJTA, samedi, qui avait promis une marche millionnaire,
et dont d'ailleurs les gens du régime ont dit que c'était une marche millionnaire, ce ne c'était que quelques centaines au mieux. D'ailleurs, même un présentateur télé qui avait en reportage direct sa journaliste lui avait dit quelques dizaines. Et il a corrigé, il a dit non, vous auriez dû dire quelques centaines. Il n'a même pas dit quelques milliers, tellement que c'était visible, quoi, évident. Et donc, il nous dit, M. Gaïd Saleh, que le peuple a répondu massivement par des marches massives pour soutenir les régimes, les élections, et il appelle les gens donc à se rendre en force à ces élections du 12. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoute, c'est répétitif. C'est répétitif, comme dirait l'autre. Quel chewing-gum vous mâchez, c'est le chewing-gum de l'année passée, quoi. Parce qu'on a bouclé l'année, quoi. Donc, en définitive, aucune surprise. Parce que... Mais il devrait essayer d'être un peu original, quand même. Dire de telles contre-vérités. On est devant une aberration d'emblée. Il n'a pas à parler à la population. D'abord. Encore pire, il n'a pas à parler à partir d'une caserne. Ouais. Ceci, déjà, devant un parterre de soldats. Soldats, déjà, est une aberration politique. Politique qui foule au pied le principe de souveraineté populaire. Il est là, en tant que responsable de cette armée, à notre service. Il a ses fonctions, il a de... Et d'ailleurs, on dit la grande muette pour la simple raison qu'elle n'a pas à s'exprimer. Il n'a pas à se mêler. Il n'a pas à se mêler. Donc, à partir de là, donc, tout ce qui en dérive est out. Il est, comment dirais-je, n'a aucun sens dans la perspective d'un pays qui doit s'organiser, qui doit avoir son État. Bon, et là, justement, vendredi prochain, aujourd'hui, la population estudiantine, avec tous les aînés, avec le peuple, a répondu. Vendredi, ça répondra encore plus fort. Donc, on va lui répondre vendredi. Donc, aujourd'hui, je vous dis, il n'y a plus que quelques jours. Je crois que c'est la victoire. Nous avons, la population, le peuple a tenu de bout en bout. Bon, ils n'ont pas donné cher de cette mobilisation. Et cette mobilisation a prouvé, malgré les arrestations, qui ne fait qu'amplifier, que fortifier, que renforcer la mobilisation. Et c'est irréversible. Il y a eu presque autant de discours de Gaïd Saleh que de vendredi et de mardi. Ça veut dire, c'est comme s'il lui répondait à chaque fois. Chaque discours, il y avait une réponse. Sa seule utilité, c'est de renforcer notre mobilisation et de lui répondre. Ouais. Je n'en vois pas d'autre. Ouais. Et j'espère que dans un avenir proche, chacun reprendra la place qui lui échoua et chacun sera à sa place. Et nous allons commencer la construction de notre nouvel État, l'État de droit. Alors, nous allons voir une vidéo, puis nous allons vers Saïd. C'est la fameuse marche millionnaire de l'UJTA samedi. Hein. Vous voyez. Eux, les télévisions, ils ont passé des images filmées en plan serré sur le premier rang, juste en face, pour qu'on voit qu'il y avait du monde derrière. Et là, c'est une vue d'en haut. Regardez. Saïd, au sujet de ce discours de M. Gaïd Saleh. Je pense qu'il est prévisible. Maintenant, tout à l'heure, Missed parlait de chewing-gum. À force de mâcher un chewing-gum, il devient sans saveur. Et ça n'a plus de sens. D'autant plus, moi je pense que ce qui est grave dans cette incontinence verbale, à la limite pathologique, mais à plusieurs titres, hein, pathologique, pas simplement organique, mais pathologique sur le plan politique, hein, parce que une armée, elle doit quand même transcender un certain nombre de clivages sociétaux, parce qu'elle est là, elle est garante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Une armée, elle est composée de toutes les couches de la société. On peut trouver à l'intérieur des gens de gauche, de droite, des islamistes, des laïcs, mais quand on met l'uniforme, toutes ces questions, elles doivent se taire pour laisser l'intérêt suprême s'exprimer. À partir du moment, aujourd'hui, il prend position,
c'est un danger pour l'intégrité territoriale, pour la souveraineté nationale et pour surtout la cohésion nationale. Il n'a pas à prendre position pour ceux qui vont y aller voter ou contre ceux qui vont voter. S'il avait pris position pour moi, j'aurais dit, mais ne prends pas position pour moi. Moi qui est contre le vote, moi je te dis pas d'être avec moi. Entre dans les casernes et fais ton travail. C'est ça que ça... Et cette compromission, c'est le fait qu'on met en danger le pays, c'est ça qu'on appelle l'ingérence étrangère. Et c'est ça qu'on appelle les portes ouvertes à toute forme d'ingérence. Et c'est ça qu'on appelle aussi l'affaiblissement du pays. Et c'est ça qu'on appelle aussi le néocolonialisme. Et c'est ça qu'on appelle aussi le fikr al-istimari. C'est-à-dire ce qu'ils disent, en fait, ils sont en train de projeter dans la société ce qu'ils sont. Ils sont ainsi, ils le projettent dans la société ce qu'ils n'aiment pas en eux-mêmes. Celui qui n'aime pas être pervers, il dit à la société, c'est toi qui es perverse. Celui qui n'aime pas être un traître, il dit à la société, c'est toi qui es un traître. Alors qu'on ne peut pas généraliser la société, elle est diverse. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs... Mais de l'autre côté, on voit un peuple qui est uni, qui met de côté. Vous voyez, regardez, une armée qui est censée avoir transcendé tous les clivages pour l'intérêt suprême, c'est le peuple qui a transcendé tous les clivages pour l'intérêt suprême. C'est pour ça que je dis, moi, aujourd'hui, l'Algérie n'a jamais été aussi sécurisée, aussi sanctuarisée, non pas par le Gaïd, mais c'est par son peuple et l'institution. Sachant que l'institution, elle appartient au peuple, elle n'appartient pas à Gaïd, et Gaïd et compagnie, ils l'ont prise en otage. Et c'est pour ça aussi que je dis, Gaïd, il est dans le 12, le peuple, il est dans le 13. Quand on est unis, on pense, on met l'intérêt suprême au-dessus. C'est pour des générations et des générations. Mais quand il y a un intérêt immédiat qu'on met en avant, c'est pour des choix personnels. C'est-à-dire le régime, il veut ces élections pour se régénérer et le peuple, il ne veut pas de ces élections pour pouvoir sauver le pays. Hamid Morsli, sur ce discours de Gaïd Salah, toujours dans le même registre, invective, insulte, trahison, mercenaires, clique, Aïsaba, etc., etc. Comme on a dit déjà auparavant, qu'eux, ils s'inscrivent aussi dans la même logique qu'ils ont eue depuis le début. Tous ces mensonges-là reflètent quand même la panique dans laquelle ils se trouvent actuellement. On va faire rappeler juste, par rapport à ce qui a été dit sur le plateau, que le rôle de l'armée n'est pas pour s'adresser au peuple. On va faire rappeler tout de même l'article 28 de la Constitution qui stipule que l'armée a ses missions constitutionnelles et qu'elle ne doit pas dépasser. Le rôle de l'armée consiste à sécuriser la frontière, à sécuriser le pays, et que ce n'est pas de son rôle de s'immiscer dans la politique. Maintenant, on va en parler un tout petit peu sur cette constitution qui a été justement massacrée par ceux qui l'ont faite auparavant et aussi déterminer la panique dans laquelle elle se trouve. Le racharnement à imposer de force des élections que tout le peuple refuse se trouve dans la non-application de la Constitution au moment opportun où il fallait invoquer l'article 102. Tout de même, l'article a été invoqué. On est parti dans la même logique malgré qu'on était contre l'application de l'article 102 et qu'on en arrive à la fin de la période de 90 jours que tolère justement l'article 102 et qu'on se trouve devant une situation où la Constitution connaît un vide, comme toutes les lois qui ont été faites dans ce pays, et qu'à la fin des 90 jours, on a vu le Conseil constitutionnel qui s'établit en cour constitutionnelle à légiférer au lieu de donner un avis, qui est le rôle principal du Conseil constitutionnel, qu'à la fin des 90 jours, il légifère que le rôle principal du chef d'État, nommé dans le cadre de l'article 102, est l'élection du président de la République. Là,
ce que a fait le Conseil constitutionnel, ce n'est pas seulement la violation de la Constitution, mais la violation de toutes les règles de loi qui régissent notre pays. Le Conseil constitutionnel a donné un mandat à blanc, non déterminé, à un chef d'État affaibli. Quand je dis affaibli, je pèse mes mots. Affaibli en santé, affaibli en matière de décision, il n'arrive pas à s'imposer devant un vice-ministre qui fait partie de son gouvernement. Là, le Conseil constitutionnel légifère d'une façon illégale un mandat sans limite à un chef d'État affaibli. Tout ça, le chef de corps de l'armée le sait très bien. Dans un souci de récupérer une légitimité internationale, bien sûr, parce que le peuple à l'intérieur, ils en font des esclaves, tout ça c'est pour plaire à l'opinion internationale, le chef de corps de l'armée commet des bourdes et se permet de s'adresser au peuple algérien et tout en sachant que le peuple algérien, ce n'est pas des militaires, c'est des civils et que nous, on a toujours dit que le civil prime sur le militaire. Adel Jabbar, sur ce discours de Gaïd Saleh. Ben, il déblatère comme il l'a fait. Il est à 55 ou 56, je ne sais plus combien de discours. Moi, quand je l'écoute, je me dis Kafka, le romancier de l'absurde, devrait retourner à la maternelle. Ce monsieur-là, en tenue militaire, il parle à des généraux et des colonels et des officiers supérieurs qui prennent note. C'est comme s'il était en train de faire une révélation venue tout droit du ciel. En s'adressant par ricochet à un peuple qui lui a tourné le dos, qui ne le reconnaît pas du tout, qui le dénonce, qui l'accuse de trahison et qui demande son départ. De quel peuple parle-t-il? Ce monsieur-là ne devrait pas être psychanalysé, mais interné en psychiatrie. Il est dans une autre planète. C'est le monde irréel du docteur Ripley. Donc, d'écouter, de commenter ce qu'il dit n'a absolument aucune importance. Nous savons ce qu'il veut, nous savons ce qu'il fait, nous savons ses mensonges, parce que nous considérons que les mensonges sont l'ABC de la trahison. Ils sont dans la haute trahison. Moi, je n'ai jamais vu des gouvernants ou une armée prendre en otage un peuple de 40 millions et lui dicter de force son désirata, son désir de pouvoir, sa dictature, sa tyrannie. Donc ce monsieur-là ne va pas changer. D'abord, pour les raisons que tout le monde connaît, il n'a pas de profondeur intellectuelle, il n'a rien. Donc il est en train de déblatérer, de lire des discours que ces spin doctors lui écrivent et qui sont eux-mêmes dans le déni de la réalité. Ne perdons pas de temps avec eux. Comme disait Saïd, ils sont dans le 12, nous sommes déjà dans le 13. Et nous allons aborder Et ce Gaïd Salah finira par rendre les armes. Parce que si la vérité a un seul visage, ces mensonges et le mensonge des gens qui sont avec lui, on en a plusieurs. Nous, comme je l'ai répété une fois, j'ai dit ce ne sont pas les visages qui ont changé, mais ce sont les masques qui ont fini par tomber grâce à l'intelligence et à la bravoure de cette nouvelle jeunesse 2.0. Et nous allons passer au dernier sujet, mais nous allons regarder quelques images sur cette campagne électorale. Regardez.
Venez de voir le candidat Benguerina se faire rabrouer comme vous l'avez vu, mais ce n'est pas le seul. Quasiment tous les candidats se font jeter comme ça, se font huer, ou alors ils tiennent des meetings dans des salles fermées quasiment vides. Et même dans les salles, les gens entrent pour les huer, pour leur demander de dégager, pour leur dire qu'il n'y aura pas d'élection. Mais sinon, nous sommes dans un tel charivari que M. Benguerina, on est arrivé à demander à Gates Saleh, il ne demande pas au président de l'ANI, de cette fameuse institution chargée de surveiller les élections. Il demande à Gates Saleh, chef d'état-major, de le rétablir dans ses droits par rapport à notre candidat, sinon il se retirerait. C'est ce qu'il a dit officiellement. Hein. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses. Par exemple, le FLN qui annonce qu'il va soutenir... Mehoubi. Mehoubi. Mais il n'est pas seul. Selon certains médias, Tej d'Ammar Ghoul, le MPA d'Ammar Ben Younes ont déjà annoncé la couleur. Maintenant, c'est la bousculade qui soutiendra Mehoubi. Il semble que c'est lui qui va être le canasson favori. Et donc, on n'y comprend rien. Mais je vous demanderai d'être assez bref pour cette dernière intervention parce que nous arrivons à la fin. Saïd. Oui, donc finalement, ça va se dénouer. Ça va se dénouer. Et puis, malheur aux perdants dans cette tragicomédie, quoi, parce que quand même, c'est tragique d'en arriver là. Et je dis que ça ne nous concerne pas. Oui, mais quand même. Non, ça ne nous concerne pas, justement. Il y a eu des débats, beaucoup de débats sur cette histoire du 12. Il n'y a pas raison Ils essayent de convaincre des gens qui sont fragilisés, pris en otage dans certaines régions, pris en otage justement par le RND, le FNN, les chefs coutumiers, ce sont nos concitoyens qui sont littéralement pris au piège, qui se sentent obligés de suivre le discours du maître des lieux. Quoi. Non, écoutez, avec tous les moyens dont ils disposent, financiers, institutionnels, militaires, etc., médiatiques, mobilisés quelques dizaines. Je crois que la victoire a choisi. Donc, à partir de là, je dis, il n'y a pas de raison de se focaliser sur le 12. Pourquoi? À partir du moment où vous avez pris en otage les institutions, vous avez pris en otage les moyens de l'État, et ça depuis 1962. Donc, personne ne les empêche d'aller dans une caserne et de nous sortir un pseudo chef d'État. Oui. Ils en sont capables. Oui. Mais ça ne nous touche pas, ça ne nous concerne pas, parce que nous, on est dans le 13. Et le 13, massivement, nous serons dans la rue pour exprimer la continuité de la révolution. Et désolé, je crois qu'il faut dire aussi la vérité. La révolution, elle va être, longue à se dessiner. Il y a du travail. Cette gouvernance-là, cette dictature-là a marqué durablement la société. Donc il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a des choses. Et nous sommes dans la bonne voie. C'est le mot de la fin ou... Oui, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, hommage à ces jeunes et moins jeunes détenus. Bon, d'abord, on commencera par Syed Khadr, le gars. Bien sûr. Et voilà. Donc, Syed Khadr, qui avait 20 ans en 1954, qui a 86 en 2019. Donc, la révolution, elle a 70 ans. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 20 ans, à l'image de Msoussi, jeune élu, à l'image de Qadi, à l'image d'Ould Ali, à l'image de Farsawi, à l'image de, un peu plus âgé quand même comme Hakim Haddad, à l'image de Karim Tabou, qui a été notre jeune militant au FFS. Donc, l'hommage qu'on va leur rendre, c'est de leur dire leur lutte continue, leur objectif sera atteint, et c'est notre propre objectif. Et je crois qu'il faut être optimiste, c'est l'optimisme de l'action, comme dit Gramsci, la victoire est inéluctable. Alors, Saïd Khalil, on a laissé un peu prolonger parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, mais je demanderai à mes autres invités de prendre chacun au maximum 1 minute pour le mot de la fin sur ces élections de préférence. Alors, Hamid Morsli. Oui, effectivement,
le peuple et la rue ont rendu leur verdict. Grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, grâce à certaines chaînes qui ont osé quand même défier la peur, on connaît réellement la valeur de tout un chacun sur le pavé de la Révolution. On en voit les marches de soutien, on en voit les marches du peuple. Il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Ils vont tous partir. Pour nous, et les procès qui sont programmés et ces fameuses élections du 12, pour nous, c'est un non-événement. Moi, je dirais comme si c'était un discours de Gaïd Salah. Il va se tenir le 12. Le 13, on sortira massivement pour rendre la réponse à ce discours ou bien à ces élections. Merci Hamid Morsli. Adel Jabbar, le mot de la fin en moins d'une minute. Le mot de la fin, comme vient de le dire le maître, ces élections présidentielles sont un non-événement pour nous. Le général-major Gaïd Salah, qui peut ordonner des élections de force dans les garnisons, qui ne peut pas imposer cette élection-là et imposer le vote sur un pays qui fait 2,3 millions de kilomètres carrés et 40 millions d'habitants. Je saisis ce temps d'antenne pour demander à tous les faiseurs d'opinion d'appeler nos jeunes, surtout dans l'arrière-pays, dans l'Algérie profonde, à écumer les mosquées, les cafés, les places publiques et à parler à nos seniors, à nos vieux, aux gens âgés pour leur demander de ne pas se laisser corrompre par la clientèle du régime et la dictature qui vont venir leur faire des promesses. Je voyais ce matin une vidéo de femmes qu'on a sorties à Blida, à qui on a proposé ou on a promis des logements. Donc, restons extrêmement expectatifs et très vigilants vis-à-vis de ces gens. Ils ne s'arrêteront pas. Je terminerai par rendre un grand hommage à tous les détenus politiques qui ont été incarcérés injustement par la junte criminelle. Oui. Et demande à notre peuple de ne pas s'arrêter. Nous sommes sur la bonne voie et nous allons, Inch'Allah, à la victoire pour abattre cette dictature. Merci Adel Jabbar. Saïd Daknin. D'abord, parlons de la zerda ou de la kermesse. إذ لم تستعي فافعل ما شئت. Moi, dès le départ, je disais ça, c'est pas des élections. Le maskhariet ou la rakhasiet, comme ça que le génie populaire les a appelés. Et le génie populaire, il a été très loin en inventant un nouveau verbe. أنا ما ندوز دوزيش، أنت ما تدوز دوزيش، هو ما يدوز دوزيش، هي ما تدوز دوزيش. ولا دوز معاهم. وهما يدزوا معاهم. Moi, je ne douze pas, toi, tu douze pas, lui, il douze pas. Eux, ils douzent معاهم. هما يدزوا معاهم. Quant à la jeunesse, et au peuple algérien, il est en train de donner une leçon au monde entier. Nous l'avons commencé avec la Silmia. Nous devons la préserver comme la prunelle dans nos yeux parce que c'est notre seul viatique. Ils vont essayer, ils vont nous provoquer, ils vont fomenter par-ci, par-là. Par l'occasion, je rends hommage aux hommes et aux femmes de Bouira, aux hommes et aux femmes, aux jeunes exceptionnellement de Benidouala, aux jeunes et aux femmes aussi d'Alger et aussi de l'Arvanet Yerethen qui ont su déjouer avec brio et qui ont su et aussi de Djidjen hier soir qui ont déjoué la provocation. Ne doutons pas, ne rechignons pas, ne reculons pas. Déjà le fait qu'aujourd'hui nous avons libéré l'espace public, libéré la parole, nous parlons entre nous, nous divergeons parfois et nous le faisons avec beaucoup de fraternité, d'amour. Nous allons gagner et c'est une certitude. Merci Saïd Daknin, merci Saïd Khlil, merci Adel Jabbar, merci Hamid Morsli, merci à vous chers amis. Comme l'a dit Saïd Daknin, le Selmiya c'est comme la prunelle de nos yeux, préservons-la. Vous avez vu cette sortie du ministre de l'Intérieur, elle n'a pas d'autre but que de provoquer les gens à la violence. Nous ne répondrons que par la Selmiya et nous ne répondrons par la Khawa. Personne ne pourra nous diviser, nous sommes unis comme un bloc et nous resterons unis jusqu'à la victoire finale. Khawa la khair b'slama.